Trump n'ira pas au bout de son mandat. Voici pourquoi. On vous remet cette capsule qui nous semble essentielle. Vous savez qu'on sort en ce moment des capsules essentielles pour alléger notre charge de travail aussi parce que certains membres de l'équipe sont en vacances et pour permettre le visionnage de capsules qui étaient particulièrement travaillées, où il y avait particulièrement de choses à retenir et qui sont noyées dans le flux de nos capsules, étant donné qu'on sort 6 capsules par semaine toute l'année. Donc il y a des capsules que vous n'avez peut-être pas vues et que vous méritiez de voir ou de revoir et qui vont vous permettre de penser le monde, de penser votre militantisme, de penser votre action. Et ça nous semble important. On vous remet cette capsule qui était une analyse par rapport à Trump, par rapport aux différentes difficultés qu'il allait trouver. On analysait le fait que peut-être qu'il aurait du mal à finir son mandat, que ça allait être compliqué. Aujourd'hui, évidemment, avec ce qui se passe en Iran, c'est d'autant plus vrai. On voit qu'il y a une sorte de réaction de la bête blessée chez Trump qui était super agressif avec tout le monde, mais que ça marche pas forcément, que la Chine paraît beaucoup plus stable. Et voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder cette capsule et je vous dis à plus. Ça sent le sapin pour Trump qui est dans une sauce gigantesque. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. De manière générale, la politique internationale est assez mal diffusée dans les médias mainstream dans les pays du centre-impérialisme, et notamment en France. Alors c'est peut-être même pire aux États-Unis où ils savent même pas où se place l'Europe, par exemple. Mais nous, on est pas mal non plus, c'est-à-dire qu'on a quasiment pas entendu parler du fait que les droits de douane de Trump avaient été annulés par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Ce qui est quand même un fait très très important parce que Trump avait basé toute sa politique de son second mandat sur ses droits de douane. Donc c'est un revers gigantesque. C'est comme si, après toute la bataille pour la réforme des retraites, Macron se voyait invalider la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, par exemple. Ce serait un fait majeur, quoi. Sauf que là, en plus de ça, c'est pas juste une réforme intra-américaine, mais c'est une réforme qui avait pour but de rebattre les cartes dans le champ, on va dire, de la géopolitique mondiale et de l'économie mondiale. Donc on va parler de tout ça, et puis plus généralement, on va parler de la position de Trump actuellement, qui est dans une position critique juste avant les élections de mi-mandat, où les démocrates sont largement favoris. Et on va parler de tout ça avec Chris. Chris, comment ça va ? Ça va, ça va. Ce que tu dis sur les États-Unis qui connaissent pas bien le monde et les frontières, ça me fait penser à une anecdote. Je sais pas si tu l'as vu, parce que je sais que on partage une passion, on en partage plusieurs, mais une passion pour le basket tous les deux. Et je sais pas si tu as vu au All-Star Game, tu sais maintenant le All-Star Game, c'est un espèce de mini tournoi et il y a une équipe monde, alors qui s'est fait éclater parce qu'il y a deux équipes américaines plus une équipe monde. Et quand il y avait Wembayama dans l'équipe monde, il présente les joueurs et il présentait les pays des gars et les frontières qu'ils ont montrées de Ah la oui, les France. frontières pour Wembanyama, c'est n'importe quoi. Olympic silver medalist for France from the San Antonio Spurs. C'est les frontières de la France de Charlemagne. Tu sais, c'est vraiment. Ouais, c'est la France en Alsace-Moselle. Tu sais, la France après Charlemagne, mais encore moins, c'est sans la Savoie après Charlemagne. Tu sais, quand ces trois fils, enfin voilà, se sont partagés l'empire, n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment digne des Américains. Pour eux, les frontières des autres pays, ça compte pas. De toute façon, c'est eux qui décident où ils vont, quand ils sont, ils mettent des bases, etc. Donc effectivement, ils s'en tapent. Ça intéresse plus effectivement les gens qui subissent leur impérialisme. Donc nous, on va essayer de comprendre. Et on va essayer de sortir d'une... Comment dire? Alors, les journalistes un peu mainstream commencent à le dire, pas vraiment de manière convaincante et cohérente. Nous, on va montrer effectivement que, en fait, Trump n'a pas les moyens de ses ambitions. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a dit dès son élection, que de toute façon, si il n'investissait pas massivement, ça veut dire s'il ne sortait pas du diktat de la rentabilité à court terme, des taux d'intérêt et de l'argent, comment dire, non investi direct, enfin, de non-investissement public, il n'y arriverait pas. Là, il est en train d'échouer sur le plan économique de manière absolue. À quel point que comme tu l'as dit, les contre-pouvoirs sont en train de se resserrer contre lui. C'est le cas là, de la Cour suprême, ça va être le cas normalement du Congrès du Sénat. D'ailleurs, on va en parler, mais la Cour suprême, je ne sais pas si tu as lu les trucs par rapport à ça, au-delà des conséquences et tout ça, mais la Cour suprême, elle avance, quand elle invalide ses droits de douane, le fait que de toute façon, ça ne marche pas. Tu vois, ils disent, bon, déjà, vous n'avez pas le droit, et en plus, ça sert à rien, et c'est même plutôt délétère, ça coûte même plutôt cher aux États-Unis. Donc, il y a, au-delà, tu vois, du coût politique et du rapport de force politique entre la Cour suprême et Trump, même une manière de désavouer cette politique qui ne fonctionne pas, tu vois. C'est ça. Et donc, mais surtout pour une union fondée vraiment sur le trade, sur le commerce, sur la mondialisation. Et là, ils sont en train justement de se prendre les contre-pouvoirs parce que même ça ne fonctionne pas. Donc il y a ça, il y a le dollar qui est en chute libre.
Et ça, nous, ça nous agace spécifiquement à la pas du team parce qu'on gagne de l'argent grâce à YouTube et qui est indexé sur le dollar. Et donc, eh bien, il y a le levier absolu du dollar aux États-Unis qui est le pétrole. Voilà. Et on va le voir, le pétrole se casse la gueule depuis plusieurs années, continue sous Trump. Et donc, Trump n'a plus qu'un seul levier, la guerre partout pour refaire monter le cours du pétrole et donc sauver le dollar. Mais même ça ne fonctionne plus et on va le voir, vraiment, ça sent la catastrophe. Moi, je le dis, je sais même pas. On l'avait dit pour Macron, et là, je vais le dire pour Trump, je sais même pas s'il va finir son mandat. Ça s'annonce extrêmement compliqué. Là, il n'y arrive pas en ayant tout le monde derrière lui, les républicains à la Chambre, etc. Si les midterms lui sont défavorables, ce qui est extrêmement probable, que même les républicains se retournent contre lui, ce qui est extrêmement probable, ça va être très 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 compliqué pour Donald Trump et les États-Unis seront embarqués soit dans la sortie de Trump progressivement, soit vraiment peut-être la fascisation de Trump, mais qui, comme on va l'expliquer plus progressivement, c'est l'intro, mais va mettre en péril quand même ce qui va faire les États-Unis, leur libéralisme, leur fédération, leur union, les contre-pouvoirs fédéraux. Donc, ouais, ça sent le sapin pour Trump, comme tu l'as dit. Ouais, et d'ailleurs, j'ai sorti une tasse avec un sapin pour l'occasion. Euh, Non, mais le truc en plus, c'est que, tu vois, sur la fascisation de Trump, c'est vrai qu'en fait, c'est ça, la porte de sortie naturelle, ce serait la guerre et la fascisation. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut l'assentiment populaire. Ce qu'oublient souvent les gens, c'est que le fascisme arrive quand même par un assentiment populaire des masses aux fascistes qui ont été dégoûtés des partis centristes, de la gauche, des choses comme ça, mais quand même avec un assentiment populaire. Quand on voit les élections partielles, tu sais, qu'il y a eu récemment, il y a eu quelques élections dans des localités qui étaient très favorables à Trump. En termes de pourcentage, au Texas notamment, les démocrates ont gagné les élections avec une surperformance de 45 points par rapport au présidentiel. Donc c'est délirant en fait. Tu vois. Enfin, là, il n'y a pas d'assentiment populaire pour la politique qui est en train de faire de brutalisation à la fois en interne et à la fois du monde entier qui apparaissent illégitimes auprès des démocrates, mais auprès d'une partie des républicains. Et c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que les républicains vont peut-être le lâcher avant qu'il essaie ou qu'il aboutisse à un processus réellement fasciste, quoi. Exactement. Et en plus, comme tu dis, non seulement il n'y a pas cet assentiment, et la présidence américaine est assez faible par principe. Donc il y a, à mon avis, plutôt un désintéressement et une façon de se recroqueviller sur les États, sur le pouvoir de leur gouverneur. Et donc Trump, oui, soit il se radicalise, mais il va mettre en presque les États-Unis en sécession, soit la fédération veut se maintenir, la Cour suprême, les contre-pouvoirs, la Fed, et dans ce cas-là, il faudra en finir avec Trump. Donc c'est très, très compliqué pour lui. Ouais. On va commencer du coup par ces histoires de droits de douane. Alors il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Je vais vous mettre un article d'aujourd'hui du courrier international du 21 février. États-Unis, droits de douane désavoués et humiliés par la Cour suprême. Trump contre-attaque. La Cour suprême américaine humilie Trump sur les droits de douane à scène The Daily Beast. Rarement une politique présidentielle aussi emblématique a-t-elle essuyé un revers aussi retentissant, renchérit The Economist. Une décision comme un coup de massue. Vendredi, la presse internationale était unanime pour qualifier de claque monumentale la décision de la Cour suprême à majorité conservatrice. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle est à majorité pro-Trump, normalement, la Cour suprême, d'invalider les droits de douane imposés de façon unilatérale, aussi unilatérale que brutale par Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. La majorité des juges, 6 contre 3, a estimé que le milliardaire ne pouvait pas imposer de tels droits de douane sans autorisation préalable du Congrès, et encore moins en se réclamant, comme il avait fait, d'une loi d'urgence économique votée en 1977. Cette décision a fait l'effet d'une bombe, observe El País. Non seulement elle précipite la politique économique du gouvernement américain vers l'abîme, mais elle le prive également d'un outil que les républicains utilisaient à leur guise pour remodeler l'ordre international à coups de menaces. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que tu vois, quand tu as par exemple le blocus actuel sur Cuba avec l'interdiction d'envoyer du pétrole à Cuba, sinon il y aura des droits de douane. En fait, il y a des pays qui peuvent se dire, peut-être qu'il n'y aura pas de droits de douane parce qu'il n'a peut-être pas le droit de le faire. En fait, il n'est peut-être pas en puissance de le faire. J'observe d'ailleurs que depuis que cette décision a été prise, la Russie a annoncé quoi ? Qu'ils envoyaient 200 000 barils de pétrole à Cuba. Alors, je sais pas s'il y a un rapport, en vrai, il n'y a pas de rapport, mais c'est quand même marrant de voir que la décision est prise et tout de suite après, Poutine dit j'envoie 200 000 barils à Cuba, tu vois. Et c'est possible que le Mexique, qui a déjà envoyé de l'aide, se dise bon, en fait, si ça se trouve, on peut envoyer aussi des barils. Enfin voilà, il y a vraiment un changement au niveau géopolitique avec cette décision parce que Trump n'a plus autant de pouvoir économique sur les autres pays. C'est exactement ça. En fait, là-dessus, pour le coup, on l'avait vraiment prédit.
ils sont revenus dans une discipline, le protectionnisme, voilà, la doctrine Monroe, le protectionnisme, ils sont revenus dans un effet, on l'avait dit, de revenir aux États-Unis, tu sais, du début du XXe siècle, qui fait la concurrence mercantile avec les autres pays. Sauf que ce qu'on avait dit, et ce qui est en train de se voir, c'est que on n'est plus au début du XXe siècle où les économies capitalistes sont productrices et vendeuses, et donc concurrentes entre elles. Et donc, les droits de douane servent à ça, c'est-à-dire à sauvegarder les producteurs à l'intérieur. Les 40 années de néolibéralisme, et spécialement aux États-Unis, font qu'on n'est plus avec des nations productrices qui cherchent des marchés et qui sont concurrentes sur les marchés entre elles. On est sur des nations consommatrices et d'autres qui sont productrices, comme la Chine. Et donc, quand vous, au début du XXe siècle, vous gagnez en faisant du protectionnisme, et encore, ça crée de l'inflation, etc., mais vous empêchez d'autres de se développer ou d'autres de vendre. Là, ce que vous faites aujourd'hui quand vous faites des droits de douane, et c'est ce qu'est en train de faire Trump, vous êtes en train de cuter vos fournisseurs. Et vous êtes en train de tuer, d'asphyxier votre propre économie. Et c'est ce que fait Trump aujourd'hui. Son économie est moribonde. Il y a 4 fois moins de création d'emplois que sous Biden. Il y a une croissance en berne. Là, il accuse le shutdown. Il pariait sur 3-4 et en fait, on arrive à 2, notamment boosté par la bulle de l'IA. Et Trump accuse le shutdown. Enfin, son économie est catastrophique. Le chômage est à 4, mais c'est extrêmement haut par rapport à ces années récentes. Et comme tu l'as dit, là, il n'y reste qu'un truc. Si les droits de douane ne peuvent plus passer, ça veut dire que l'échelon, le levier protectionniste ne marche plus dans l'économie en crise intégrée post-néolibérale. Et donc là, Trump est fini, il ne lui reste plus qu'une chose, la guerre et le pétrole. Et même sur le pétrole, il ne peut plus faire de droits de douane, il ne peut faire que le faire monter en créant de la guerre partout. C'est pour ça que la stratégie de Sheinbaum, Delcy Rodriguez, etc., d'essayer de tenir et d'attendre, est la meilleure. Ils n'ont pas les moyens du conflit direct avec Trump, c'est tout ce que Trump attend. Légitimer... Non, moi, je trouve que c'est trahir de pas, quand t'es le Mexique, tu vois, de pas déclarer la guerre aux États-Unis. Ouais. Je considère que c'est une trahison au prolétariat, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut passer la frontière avec des tanks, tu vois. Ouais, c'est vrai, non mais voilà, tu vois. Donc là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ils ont arrêté pour le pétrole, mais ils ont ouvert des gros canaux justement pour acheminer de l'aide médicale, de l'aide alimentaire à Cuba. Ils ont mis à disposition leurs aéroports pour que le pétrole qui vient d'ailleurs puisse passer par là. Et Delcy Rodriguez fait la même chose. Ah oui, donc, pour que les avions viennent se ravitailler en pétrole là-bas, oui. Et voilà. Et donc et pour le tourisme, parce qu'on rappelle que Cuba, c'est principalement le tourisme qui les fait vivre à l'international. Enfin, je sais pas si c'est principalement, mais en tout cas, c'est une très grosse source de revenus pour eux. Et donc, le fait que les avions ne puissent pas se ravitailler à Cuba, c'était un gros problème. Donc, le Mexique a dit, vous pouvez venir faire un escale au Mexique, prendre du kérosène, et ça permet aux gens d'aller à Cuba s'ils le veulent, quoi. Exactement. Donc, ils sont en train de faire tenir. Et c'est pas rien quand même, parce que Cuba, c'est pas grand-chose. Quand on est dans la trahison, tu vois, si tu veux trahir Cuba, c'est pas grand-chose. Donc, au final, tu la balances. Non, ils essayent de faire tenir Cuba coûte que coûte, sans effectivement se prendre la violence que s'est pris Maduro. C'est un jeu d'équilibriste, mais ils savent derrière. La Chine est en train de se restructurer. Je rappelle que la Chine a enlevé tous les droits de douane avec l'Afrique récemment. La Chine est en train de repolariser justement l'économie autour d'elle. On a fait notre capsule sur Macron à Davos qui comprend ça aussi. Là, les États-Unis Est-ce que c'est pas une dictature quand même? Parce que Viktorovitch, il n'aimerait pas quand même que tu dises que là. Parce que la Chine, bon, ils attaquent personne, ils enlèvent les droits de douane aux pays d'Africains, mais est-ce que quand même c'est pas une dictature, tu vois? C'est ça. La question. C'est, voilà, alors que c'est une démocratie des États-Unis, tu vois. C'est un chat qui attrape des souris, mais la question de Viktorovitch, c'est de savoir s'il est noir ou blanc, quoi. Mais tu vois, donc il y a tout ça, et donc il y a une stratégie justement de tenir, parce que là, clairement, les États-Unis sont en train de vaciller. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps. On va le voir, il y a d'autres indicateurs. Mais vraiment, le monde est en train de se passer des États-Unis. Et donc, les États-Unis ne sortiront de la... Je trouve ça fou qu'on ait la mort de Quentin en boucle et qu'on n'ait pas cette information-là à la télé en boucle. Tu vois. C'est une information majeure quand même. Tu vois. Mais c'est une information majeure. Et on avait dit clairement que le monde était en train de sortir du néolibéralisme en revenant au protectionnisme de Trump. Et on avait dit que ça ne marcherait pas. Là, on est un monde qui est en train justement de montrer que le protectionnisme ne peut plus marcher car le monde est trop intégré, que maintenant il va falloir passer à une économie beaucoup plus coopérante et planifiée. Voilà. Donc on est vraiment, il y a des signaux de l'après-capitalisme qui sont devant nous là. Voilà. C'est marrant parce que tu vois, on pensait que ça marcherait pas. Enfin, moi je sais pas toi, mais je pensais que ça marcherait pas, mais peut-être pas aussi vite. Là, ça marche pas. Et en plus, genre en un an, tout le monde a compris que ça marchait pas. Hein. Et même là, dans l'article, c'est intéressant. À la fin, ils disent la Cour suprême a-t-elle sauvé Trump de lui-même?
C'est-à-dire qu'ils Ouais. disent, en fait, si ça se trouve, ils ont arrêté le massacre, tu vois. Ouais. Genre, ils ont arrêté une politique de merde. Ils disent, The Atlantic, un brin ironique, se demande pour sa part si, loin de lui faire du tort, la Cour suprême n'aurait pas agi à temps pour sauver Trump de lui-même, tant sa politique en matière de taxation était impopulaire et inefficace si on en croit les chiffres du commerce extérieur américain publiés ces derniers jours. Mais tu vas voir, on va le voir dans d'autres articles, c'est une catastrophe et encore, ça n'est que le début. C'est-à-dire que Trump a soi-disant eu un effet de regain de consommation et ensuite de déficit commercial pendant 4 mois pour une seule et même raison, c'est qu'il a annoncé ses droits de douane. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont surstocké, d'accord? Et donc ça a relancé la consommation L'économie, bien sûr. et la croissance. Voilà. Artificiellement. Et artificiellement. Et ensuite, comme ils avaient des surstocks, ils ont sous-importé. Tu vois? Et donc, il s'est dit, ah, ça y est, regardez, il y a moins de balance commerciale parce que justement, les gens sont en train de moins importer. Mais ça, c'est exactement ce qui s'est passé à l'échelle du Covid. Les gens ont surconsommé parce qu'ils se sont enfermés, et puis après, ils ont sous-consommé pendant qu'ils ont enfermé. Ça déstabilise les chaînes, mais ça, c'est totalement faux et artificiel. Et là, on est en train, l'économie maintenant se stabilise, et là, l'inflation augmente, le chômage est une catastrophe, l'économie américaine ne peut pas repartir, le protectionnisme n'a pas l'effet de pouvoir recréer de l'emploi aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les formations pour avoir un prolétariat qui produit. Et ça demanderait de sortir de l'économie libérale, il faudrait investir, comme on l'a dit, l'équivalent à l'échelle des États-Unis de 10 000 milliards. Voilà, il faudrait investir 10 000 milliards, soit 2,5 fois plus que ce qu'a fait Biden, alors que ça n'avait déjà pas marché. Et donc, aujourd'hui, si l'économie américaine n'a pas les moyens de ça, elle ne peut plus jouer au protectionnisme comme au début du XXe siècle parce que l'économie est trop intégrée. Donc là, on est vraiment dans un monde qui est en train de se passer des États-Unis sur le plan de la consommation, qui est en train de se passer des États-Unis sur le plan de la production, et donc un monde qui est presque au bord de la sortie de l'hégémonie américaine, et donc de la sortie d'une certaine forme de capitalisme qui a dominé le monde pendant 200 ans, là. Ouais, mais je veux montrer un peu à quel point Trump est mal et agit un peu comme un poisson qui se débat là sur la berge. Ouais. Trump, du coup, il a annoncé dans la foulée, quand ça a été refusé, il a annoncé un décret imposant un nouveau droit de douane mondial temporaire de 10%. La Maison-Blanche a expliqué que le président s'appuyait cette fois-ci sur une loi de 1974 sur le commerce qui l'autorise à imposer des droits de douane allant jusqu'à 15% pour remédier à un déficit important et grave des balances de paiement. Cependant, les droits de douane imposés en vertu de cette disposition ne peuvent rester en vigueur plus de 150 jours, sauf si le Congrès adopte une loi les prolongeant. Donc déjà, c'est potentiellement que pour 150 jours, soit 5 mois. Et en plus de ça, il annonce 10%. Donc là, c'était un article du 21. Le 22, il annonce en fait qu'il va mettre 15%. Donc en fait, on voit que le gars, il panique. Il panique, quoi. Il fait n'importe quoi, il augmente et tout. Enfin, c'était comme quand il disait à la Chine, moi, je vais mettre 200%, et puis à la fin, il a mis 10% ou 25% ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, tu vois que le gars, il essaie de jouer les gros bras et qu'en réalité, il a pas la main là-dessus et que ça tourne à l'humiliation en vrai. J'ai rarement vu des politiques se faire autant humilier, tu vois, par leur propre majorité. On rappelle qu'ils sont conservateurs, la Cour suprême. Exactement. Et ils sont conservateurs et ils savent très bien mais ils sont des conservateurs rationnels. C'est pour ça que la Cour suprême, ces conservateurs, les républicains, eux comprennent en fait que les États-Unis n'ont qu'un espace pour pouvoir survivre, c'est de faire en sorte d'importer à pas cher. Voilà, c'est de faire en sorte d'importer à pas cher et de faire en sorte que ce ne soit pas asphyxié. Il ne leur reste que ça pour les libéraux. Faire de l'austérité, importer à pas cher, ne pas avoir droit de douane, contrôler un petit peu le dollar, mais c'est tout. Il pourrait y avoir une autre voie très socialiste aux États-Unis qui là justement voudrait replanifier, nationaliser, ce qui serait, tu vois, unique, voilà. Mais pour les conservateurs et les libéraux, il ne leur reste que l'économie libre, non faussée, pas trop chère, pas trop de dettes, voilà, et c'est tout. L'idée du protectionnisme est un non-sens économique dans la position des États-Unis dans laquelle elle est aujourd'hui. Mais c'est super intéressant parce que ça pose plusieurs problèmes, ces droits de douane, et notamment que comme ils produisent pas grand-chose, en fait, c'est les entreprises américaines qui les payent. C'est-à-dire que les gens continuent à leur vendre des trucs, mais ils leur vendent et eux, ils les payent 15% plus cher, ce qu'ils payent à l'administration américaine, quoi. Et c'est ce qui est raconté, en fait. Les médias, par rapport à ça, ils disent « Les données économiques recueillies jusqu'à présent ne sont pas favorables. Au lieu de relocaliser la production des États-Unis, les droits de douane imposés par M. Trump semblent surtout avoir bouleversé les échanges commerciaux au détriment des entreprises américaines. » Et donc, en fait, c'est les entreprises américaines qui ont majoritairement payé tout ça. Et ça le met dans une deuxième sauce. Là, c'est un article du Monde qui s'appelle « Droit de douane, la grande gifle de la Cour suprême de Donald Trump » qui montre que du coup, étant donné que c'est annulé,
se pose la question potentiellement du remboursement de ce qui a déjà été collecté. C'est-à-dire que c'est des droits de douane qui étaient illégitimes. Et donc Le Monde nous dit la seconde interrogation porte sur ce que les États-Unis doivent faire de l'immense manne déjà collectée. Le pays a levé 287 milliards de dollars de taxes sur les importations en 2025, soit quasiment 200 milliards de plus qu'en 2024. Les différentes études montrent que ce sont principalement les entreprises américaines, comme ce qu'on vient de dire, qui pour le moment ont subi le coût de ces droits de douane. Celles-ci pourraient désormais se retourner contre l'administration et exiger le remboursement des frais supplémentaires engagés depuis avril 2025. Donc t'imagines le délire, quoi. C'est-à-dire que à la fois il va rien y récolter sur le plan protectionniste, il aura juste affaibli ses entreprises, en plus il se retrouve en procès contre les entreprises de devoir les rembourser, quoi. Enfin c'est vraiment la catastrophe, hein. Mais c'est ça, et en plus, comme tu dis, la puissance fédérale est plutôt bien vue quand elle aide les entreprises. On l'a vu, tu te rappelles, avec Exxon, qui considérait que c'était n'importe quoi de les forcer à investir au Venezuela, tu sais, après l'opération, après Maduro. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Trump n'a pas l'assentiment d'une grosse partie de la population, n'a de moins en moins l'assentiment de ses opposants, voilà, même s'ils étaient un peu éberlués, mais il ne l'a jamais eu, a de moins en moins l'assentiment de son propre parti, et maintenant il perd l'assentiment des capitalistes américains. C'est vraiment pour se dire que les gens qui vous disent l'impérialisme de Trump est trop puissant, etc., mais vraiment c'est un colosse au pied d'argile, c'est un type qui ne tient pas, et les gens qui résistent de manière beaucoup plus fine, les pays de la périphérie, comme le Mexique, comme le Venezuela, qui tentent justement de trouver un équilibre pendant qu'ils tombent, ont raison, ils comprennent bien mieux les logiques économiques que le baratin qu'on vous raconte sur, en fait, non, si on le laisse faire, si le sacro-saint prolétariat mondial ne se soulève pas, alors tout le monde va tomber sous la main de la bannière étoilée fasciste. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire à l'échelle du monde aujourd'hui. Je le redis aussi parce que on fait des comparaisons sur le fascisme, le néofascisme et tout, qui peuvent être intéressantes à certains moments. On a fait une vidéo là avec Chapoutot récemment avec Zoé qui était très intéressante, justement, où il montre un petit peu plutôt la montée du conservatisme plus que du fascisme. Mais là, aujourd'hui, on est quand même dans une chose qui est absolument inédite, qui ne peut pas avoir de comparaison parce que l'état du capitalisme dans lequel on est aujourd'hui n'a jamais existé. Et sa crise ressemble effectivement à une crise de l'impérialisme comme au début du XXe siècle, bien plus que dans les années 30. Mais les leviers pour pouvoir en sortir ne sont plus du tout les mêmes parce que l'intégration des économies mondiales, des chaînes de valeur est trop importante. Donc ça, il va falloir trouver des outils d'analyse économique marxiste, c'est ce que nous on fait, justement pour dire, mais attendez, là on est dans une nouvelle phase et les leviers pour en sortir ne seront pas les mêmes. Les leviers ressemblent beaucoup plus à la sortie de la guerre 45, c'est-à-dire à une nécessité de relancer les forces productives par de l'investissement public, par de la planification, par de la création de nouvelles entités et de nouvelles technologies énergétiques, etc. Ce que fait la Chine, hein, d'ailleurs. Tu sais très bien où je vais quand je dis ça, tu me connais par cœur, et c'est exactement ça, l'avenir se trouve justement dans ce que fait la Chine, effectivement. On vous a mis aussi cet article, juste pour vous montrer, mais c'était déjà en décembre 2025, hein, donc c'était il y a 2 mois. États-Unis, les créations d'emplois à la baisse. Et quand on vous parlait tout à l'heure du fait qu'il y a de plus en plus de difficultés à gérer le chômage, c'est par rapport à ça, quoi. C'est ça c'est très intéressant parce que normalement, si l'économie trumpienne fonctionnait, c'est le premier indicateur qui devait repartir. Progression de 4,6% du taux de chômage. Hein. Et donc le chômage continue et il progresse et les créations d'emplois ne progressent pas. Et ça, c'est vraiment significatif. Pourquoi ? Parce qu'une économie qui est protectionniste veut reproduire, tu vois ce que je veux dire, réouvre ses marchés intérieurs, réouvre ses producteurs intérieurs. Donc, normalement, elle a plus de demandes pour les gens à l'intérieur de son économie. Et donc, ça devrait créer de l'emploi. Résultat, ça en détruit parce que le chômage augmente et ça n'en crée plus. Ça en crée moins que sous Biden. Donc, vraiment, cet indicateur-là est le signe de la catastrophe de l'économie trumpiste. Ouais, c'est intéressant parce que regarde, ils essaient de douiller. Le principal conseiller économique de la Maison-Blanche, Kevin Hassett, s'est montré optimiste devant la presse, estimant que l'économie devrait progresser de 4% pour le 2e trimestre d'affilée. Avec de telles données, généralement, les créations d'emplois suivent. Ce serait donc étonnant de ne pas voir l'emploi suivre la même trajectoire, alors que ça a augmenté de 4% parce que les mecs ont surimporté à un moment donné et surconcentré, on va dire, le développement économique du fait des droits de douane, tu vois. Et après, ça se recontracte. Mais exactement, et c'est pour ça qu'il y a eu une bulle de consommation dans le PIB qui est bidon, il y a la bulle de l'IA, mais en plus, tu vois, c'était en décembre, ils annonçaient à in fine 4%, en fait, ils ont eu que 2%, et soi-disant, chez Trump, c'est à cause du shutdown, c'est parce qu'il y a eu une panne administrative que les gens se seraient empêchés de consommer ou de créer des emplois. Tu sais, genre, il y avait plein de gens qui étaient là pour créer des boîtes, et à cause du shutdown, ils n'ont pas pu les créer, quoi. Enfin,
C'est n'importe quoi. Là, on est sur BFM TV, le média préféré de Chris. Hein. Bien sûr. BFM Business, évidemment. Hein. Moi, BFM TV, je déteste. BFM Business, c'est voilà. Emmanuel Le Chypre, tout ça, c'est... Infographie, malgré les droits de douane de Donald Trump, le déficit commercial des États-Unis n'a quasiment pas baissé en 2025. La balance commerciale des États-Unis s'est à nouveau creusée en décembre, ne comptant que les biens. Pourtant, frappé par des droits de douane, le déficit a même atteint un niveau record en 2025. La catastrophe, mauvais nouvelle pour Trump. Oh là 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 là. C'est dégradé à nouveau pour atteindre 70 milliards de dollars en comptant les biens et les services selon les données publiées ce 19 février. L'écart entre ce que les Américains ont vendu à d'autres pays et ce qu'ils ont acheté a grimpé de 32% par rapport au mois de novembre. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est là où, en fait, c'est presque un problème. Parce que là, les démocrates n'ont pas besoin d'avoir un programme radical pour être élus. Et ça, c'est dommage parce qu'on va se retaper du Kamala Harris ou du Biden, alors qu'en réalité, après l'élection, ils auraient dû se dire il faut changer, il faut aller dans une gauche de rupture, tu vois. Mais là, en fait, le mec fait tellement de la merde que c'est sûr qu'ils vont être élus facilement. C'est tout le problème. Trump, à chaque fois, fait tellement n'importe quoi qu'on peut avoir une gauche n'importe quoi en moins pire qui se fait élire derrière, tu vois. C'était le cas la dernière fois avec le Covid. Il avait tellement fait n'importe quoi pendant le Covid que Biden apparaissait comme un sauveur, quoi. Enfin, ça, c'est très problématique. Je sais pas, pour les États-Unis en tout cas, parce que ça risque de sauver le Parti démocrate, tu vois, pendant très longtemps. Quoique, bon, on verra, mais oui, c'est probable que ce soit le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plus pour les pays européens. Ça va quand même démonétiser toutes les conneries trumpistes que l'extrême droite essaye de nous vendre ou que la droite essaye de nous vendre. Voilà. Ah oui, Bardella qui est là, comment trouve-t-il cette énergie là? Il va passer pour un con. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire. Mais leur héros, eux, c'est Milei. Mais Milei, il tient que parce que Trump le finance. Mais bien sûr. Non, mais en plus, vraiment. Milei, il va s'effondrer hein, si Trump arrête de le financer. Trump, je vous dis, ça va mal finir pour Trump. Il est même probable que le type finisse devant une haute cour aux États-Unis parce que. Qu'il finisse assassiné. Ouais. Bah, ce serait le mieux pour lui. Mais moi, je pré-shot, parce qu'on peut toujours pré-shot des trucs. Il va finir assassiné, mais par un républicain, tu vois, qui va dire il fait trop de la merde, tu vois. Oui, mais comme Martin Luther King a été assassiné par quelqu'un de noir, hein, tu vois. C'est donc. Non, mais Trump, il va mal finir, il va peut-être finir devant l'autre cour. Je rappelle aussi, parce que tu me fais penser à ça avec Milei, qu'il a scammé tout le monde avec ses dollars Trump, sa crypto-monnaie et tout, parce que c'est le seul truc qui lui reste maintenant de faire du capital fictif. Il a scammé les gens avec de la crypto-monnaie comme Milei, justement pour capter de la fausse valeur. Enfin, vraiment, c'est des gens qui sont... Milei, il a fait de la crypto-monnaie ? Ouais, il a scammé des gens à son élection avec des crypto-monnaies, etc. Il y a eu 200 milliards, je crois, de scams avec des est-ce qu'on ferait pas une crypto-monnaie noisette, tu vois, le noisette coin ou un truc comme ça? Le hazelnut coin. Ouais, c'est ça, le hazelnut coin. Tu sais, il va grimper jusqu'à la primaire et puis après, on va tout vendre et ça va s'effondrer, on va se faire des couilles en or. Vas-y, je suis chaud. Donc vraiment, tu vois, comme tu dis, ils sont vraiment en catastrophe. Tu vas regarder les chiffres, là, il y a des graphiques. Ouais. Mandat Biden, le déficit commercial américain sur les biens depuis 2023. Et mandat Trump. Donc tu vois, tu as une espèce de... Ça baisse d'un coup parce qu'en fait, comme ils déstabilisent complètement l'économie, les mecs, d'abord, ces droits de douane, ils ont surimporté. Donc forcément, ça a fait un déficit énorme. Puis après, ils ont arrêté de consommer parce qu'ils avaient des stocks. Donc ça a permis de faire une fausse recul. Puis ah oui, donc on croirait qu'il y a une courbe, ouais. On croirait qu'il y a une tendance. Mais en fait, une fois que les deux s'équilibrent, les deux périodes, après ça se revient à la moyenne. Et tu vois, on est en train de revenir à la moyenne sur les deux. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Voilà, et en fait, il se passe rien. Le seul truc qui va se passer, c'est que l'économie américaine va être asphyxiée. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, ils vont pas produire plus. On l'a vu tout à l'heure avec la création d'emplois. Ils vont continuer d'importer autant, voire plus, mais plus cher, et donc il va juste y avoir de l'inflation, et donc des mecs qui vont crever la dalle encore plus dans le pays américain, quoi. Voilà. Et regarde, c'est le déficit commercial américain qui s'est considérablement creusé depuis 1976. Ah oui, la crise, ça a quand même vachement contracté le truc, la crise des subprimes. Ouais, ça a contracté le truc parce que justement des gens avaient moins de pouvoir de consommation, donc moins de pouvoir d'importation. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième levier. Hein. Quand vous faites du protectionnisme, on l'a dit tout à l'heure, normalement vous voulez faire repartir votre économie, et puis vous devez faire baisser votre balance commerciale parce que vous devez produire plus à l'intérieur et moins. Non, les deux grands indicateurs d'une politique protectionniste qui doit fonctionner ou ne pas fonctionner lui mettent une dose énorme. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. C'est comme si vous disiez, moi, j'ai une nouvelle stratégie qui marche au foot, mais par contre, mes deux indicateurs, le fait de marquer plus de buts, en fait, j'en marque moins, et prendre plus de buts par ma défense, j'en prends plus.
Bon bah moi je vous le dis, quand vous marquez de moins de buts et puis que vous en prenez plus tendanciellement, à la fin vous allez être relégué, hein, c'est pas possible. Ensuite, on a un article de The Conversation, Trump 2.0, quel bilan économique réel derrière les annonces tonitruantes sur les prix qui baissent énormément et les emplois et les usines qui vont revenir en force, la réalité de l'économie états-unienne, un an après l'investiture de Trump, n'est pas si flamboyante. Là, on a par exemple un graphique sur le taux d'inflation sur 12 mois glissant. Ouais, c'est ce que je dis. Je comprends pas grand chose moi ce genre de graphique, mais Bah, c'est le taux d'inflation sur 12 mois glissant. C'est pas si difficile en fait. Chaque mois en fait, t'as le taux d'inflation qui est calculé mensuellement. Ouais. Et puis tu le vois mensuellement où il en est. Et tu vois qu'en fait le taux, bah, il baisse pas beaucoup. Il reste au niveau standard. Et là, il est plutôt en train de remonter. Et il va remonter progressivement parce que comme on vient de le dire précédemment, à la fin, ces droits de douane n'auront qu'un seul effet. Il va pas produire plus. Il va pas importer moins et donc il va juste importer plus avec des droits de douane. C'est pour ça que la Cour suprême dit il faut vite arrêter ça parce qu'en fait on va tuer tous les consommateurs et on va mettre des gens dans la merde. Et ben voilà, il va juste faire monter l'inflation et on voit que c'est le cas aujourd'hui quoi. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que s'il voulait vraiment réindustrialiser le pays, enfin, comment il peut se dire on va mettre des droits de douane, pas donner d'argent aux gens pour qu'ils puissent. Parce qu'ils pourraient foutre des droits de douane à la limite et faire un plan massif d'investissement pour se refaire une industrie, tu vois. Mais si tu le fais pas, genre, il se dit le privé uniquement américain va réussir à réinvestir pour refaire des usines dans mon pays. Enfin, c'est ultra con, tu vois. Bah, tu mets des droits de douane, les gens sont déjà dans la merde et en fait tu dis bah il y a des usines qui vont naître mais qui va mettre les capitaux, enfin ça sort d'où? Bah en fait son objectif à lui, tu sais c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'il s'était dit bah si je mets du protectionnisme, on va faire revenir les capitaux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire les gens qui produisent. Les personnes qui a une usine en Vietnam va la foutre aux États-Unis, à part s'il fait baisser le coût du travail aux États-Unis énormément. Mais c'était son idée. Ouais, c'était débile, tu vois. Mais on l'a dit. À part si vraiment tu divises par 3 le SMIC, enfin, je vois pas comment ça pourrait marcher. On l'a dit dès le départ que c'était débile. Tout en étant contre l'immigration, tu sais, genre on l'a dit dès le départ que c'était débile. Que de toute façon, si tu veux. À la limite, il faut faire un truc à la Milei. Pour le coup, tu vois, tu dis, il n'y a plus de SMIC, on fait venir des immigrés pour les faire bosser comme des rats à $1 et on fait ça. Bon, à la limite, c'est plus cohérent, tu vois, mais là, ça n'a aucun sens, tu vois. Là, ça n'a aucun sens. Ils voudraient réinvestir des capitaux, faire monter les salaires aux États-Unis, avoir moins de main-d'œuvre, avoir pas de chômage et en même temps, pas que les prix s'envolent. Mais bah, c'est n'importe quoi. Et la preuve, c'est ce qui est en train de se passer, quoi. Là, on a notre graphique sur déficit de la balance commerciale. C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les bars. Le petit afflux de balance commerciale quand les gens surstockent au début des annonces, puis après c'est super intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit que les gens... C'est les entreprises surtout qui avaient stocké, parce que les gens n'ont pas beaucoup de capacité de stock. On voit, pour prouver nous dire, que c'est pas l'effet des politiques de Trump, parce qu'en fait les gens commencent à stocker dès son élection, c'est-à-dire qu'ils savent qu'en fait va y avoir ces politiques-là, et avant même qu'elles soient mises en place, ils commencent à stocker, donc du coup ça monte, et au moment du truc, en fait, bah, ça redevient, au moment du Liberation Day, là, ça se casse la gueule, et après ça redevient à peu près normal. Voilà, après ça va revenir à la moyenne, eux ils ont un petit peu moins de mois que le graphique qu'on a vu, mais en fait ça va juste revenir au niveau que c'était avant. Ça va peut-être baisser, tiens je vais te dire un truc, ça va peut-être baisser s'ils continuent ces droits de douane à la con, mais parce qu'il y aura moins d'argent. Parce qu'il y aura moins d'argent pour consommation, donc ça va être pire en pire, quoi. Ça va être un appauvrissement du pays, quoi. Enfin, en fait, la balance commerciale, dans un monde impérialiste, avoir une balance commerciale déficitaire, si tu peux consommer sans avoir produit et tout, c'est le principe même de l'impérialisme, tu vois. Genre, c'est pas forcément un mal, tu vois. Se dire, j'ai une meilleure balance commerciale, mais en fait, les gens, ils consomment moins de produits faits par les autres. En fait, c'est, pour des capitalistes, c'est moins bien, tu vois. Enfin, c'est exactement. Là, on a l'emploi du secteur pétro-gazier. Alors celui-là, on l'avait pas comme... Putain, ça s'est cassé la gueule, ça. Donc ça, c'est pour te dire... On l'avait déjà dit, ça, ouais, sur le pétrole de schiste qui était en crise. Et c'est le pétrole, globalement, et le pétrole de schiste, parce que justement, quand tu asphyxies l'économie américaine, vu sa place hégémonique, tu asphyxies l'économie mondiale. Donc l'économie mondiale, qu'est-ce qu'elle a besoin pour tourner? De pétrole. Donc en fait, moi, je vais dire un truc. Pour nos décroissants, soyez Trumpistes, il fait tellement n'importe quoi en économie que c'est vraiment le meilleur mec pour pouvoir empêcher la prolifération du pétrole et du gaz et du CO2, parce que regardez ce qu'il fait, c'est vraiment très très bien. Il asphyxie toute l'économie mondiale et comme ça on fabrique moins et on consomme moins de pétrole, donc les écolos décroissants, soyez Trumpistes, vraiment ce sera plus cohérent, quoi. Ouais, mais regarde, Xi Jinping, il fait de la croissance.
Mais bon, ils plantent 25% des arbres mondiaux dans le même moment, tu vois. Donc, Mais après, il faut savoir ce que vous donc voulez. ils recaptent le CO2. Tu vois. Voilà. Est-ce que vous voulez être pro-chinois ou pro-américain? Mais ça, c'est quand même très significatif parce que c'est significatif, comme je disais, sur l'économie mondiale et c'est aussi significatif sur. Il restait un levier de l'impérialisme et de la puissance des États-Unis sur ces 10 dernières années. C'était d'être devenu le premier producteur de pétrole. Et là, ils sont en train de perdre ce levier-là, quoi. Là, on est sur la plus grosse dinguerie. Vraiment, là, on est sur la plus grosse dinguerie en termes capitalistes. Encore une fois, moi, en tant que communiste, je n'ai rien contre l'IA. Mais si tu veux recréer de l'emploi, faire que tes investissements aillent majoritairement vers l'IA qui va tuer de l'emploi, c'est le truc le plus con au monde, tu vois. Tu sais, vas-y, on fout tous sur l'IA et tout. Tu dis, ah bah, il n'y a plus d'emploi. Bah oui, il n'y a plus d'emploi. Mais c'est Dans un ça monde qui est... communiste, c'est bien. Hein. Ce qui est fou, c'est que l'IA, ça peut être un potentiel, effectivement, de réduction du temps de travail, du travail répétitif, mais sur quelle forme de travail? Sur le travail de support, tu sais, sur le travail de classe intermédiaire, des gens qui sont dans des bureaux, des gens qui font des tâches administratives, etc. L'IA, ça peut être un potentiel de réduction du temps de travail au profit des capitalistes si on leur laisse la main ou au profit des gens si on planifie. Mais de la même manière que l'automation, tu sais, l'automatisation, la robotisation a tué du travail ouvrier, quoi. C'est-à-dire quand tu pouvais le faire par un robot. Là, c'est la même chose, mais pour du travail de support. Donc, tu peux bien investir autant que tu veux dans l'IA. Tu vas faire en sorte d'avoir moins de gars dans la Silicon Valley qui bouffent du code, ou tu vois, ou qui font des fichiers Excel ou des PowerPoint. Ça va pas faire en sorte qu'ils se transforment en plombiers, chauffagistes ou qu'ils fabriquent eux-mêmes les composants pour tes cartes graphiques, quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Surtout que les mecs qui pourraient faire ça, c'est encore une fois à la place d'un. Moi, je suis pas pour ça, mais en tant que capitaliste, c'est les immigrés, alors qu'il fait la chasse aux immigrés, tu sais. C'est ça. Donc, il est en train d'asphyxier le rare prolétariat qui lui restait, qui va pas repartir. Il restait encore un pôle de gens qui vivaient assez bien aux États-Unis, c'est-à-dire toute cette classe moyenne, supérieure, un peu, tu vois, les gens qui commencent à être en crise, qui ont d'ailleurs voté beaucoup pour Mamdani à New York, qui votent encore beaucoup démocrates. Et là, avec l'IA, il va finir par asphyxier ces gens-là qui sont les derniers consommateurs qui permettent encore d'avoir de l'économie aux États-Unis. Et vraiment, il fait n'importe quoi de A à Z. C'est une catastrophe, quoi. Ouais, surtout qu'à force de rentrer en compétition avec tout le monde, il a même réussi à s'opposer à Taïwan, tu vois. Et à se mettre à insulter Taïwan en disant que Taïwan a volé l'industrie des semi-conducteurs américaines ou je sais pas trop quoi, tu vois, alors que c'est leur seul allié proche et tout pour faire chier les Chinois. Donc il va vraiment finir par se retrouver isolé dans une économie qui va être basée sur un truc qui demande des semi-conducteurs, mais avec Taïwan qui va peut-être des fois lui mettre des stops. Enfin, Est-ce que Trump, dans 50 ans, avec les dossiers déclassifiés de Pékin, on va pas apprendre que c'est un agent de Xi Jinping? Vraiment, c'est possible. Hein. Parce que C'est le meilleur agent. c'est le meilleur agent de la Chine du monde. Il est en train de replacer la Chine au centre. Taïwan comptait sur les États-Unis pour ne pas être absorbé par la Chine. Ils sont en train de les insulter. Est-ce que c'est pas le meilleur agent chinois de tous les temps, Trump? Ah bah c'est sûr que je pense qu'en point de sympathie, quand t'as des mecs qui foutent des droits de douane et t'as Xi Jinping qui enlève les droits de douane, je pense que les pays africains, ils savent vers qui se tourner. Hein. Et on va finir sur prixdupétrole.com. Alors Chris, tu vas sur des sites un peu particuliers quand même. Ah, bah, j'aime bien prix du pétrole. Non, Chris, il est sur son tel, sur prixdupétrole.com, et puis ça m'a dit, tu regardes quoi, Chris? Il dit, non, je regarde du porno, t'inquiète. Ah ouf, je croyais que tu regardais le prix Non, du t'étais pétrole. encore sur prixdupétrole.com. Non, c'est prixdubaril.com. C'est ça. Donc prix du pétrole, c'est intéressant parce qu'on voit les effets de fluctuation et c'est très important parce que ça conditionne effectivement le cours du dollar. Donc là, on voit, si on prend sur les 6 mois, on voit en septembre un niveau qui était déjà très bas. Hein. Il y avait déjà des interventions en Iran, au Moyen-Orient, on le sait, pour pouvoir le maintenir haut, on l'a déjà expliqué. Il continue de baisser, il continue de baisser. Trump commence à menacer le Venezuela fin octobre, début novembre. Ça monte. Octobre, ouais. Ouais, ça monte un petit peu, puis finalement il se passe rien, ça chute, et hop, regardez, qu'est-ce qui conditionne l'intervention au Venezuela? On est exactement au même niveau, à un point très très bas de niveau de pétrole. Et ensuite, on a l'intervention au Venezuela, le fait de réquisitionner, on oublie ça, hein, de réquisitionner des cargos russes. On parle de, soi-disant, Trump comme un pro-Poutine, pour les imbéciles là, qui se prennent des géopoliticiens. Non, Poutine et Trump sont en concurrence justement là-dessus. Et là, on voit que le prix du pétrole remonte, cours de 71$. Tout ça, ce sont des mécanismes de pure déstabilisation de marché, pour être clair, c'est-à-dire des mécanismes qui sont arbitraires à cause de l'impérialisme et des interventions de Trump. Ce n'est pas du tout des effets de demande, parce que déjà, ça va beaucoup trop vite. Si on va sur tout,
On voit en fait que Trump arrive à chaque fois dans un moment de crise de l'économie américaine quand le pétrole est extrêmement bas. Il monte ensuite justement parce qu'il met énormément de droits de douane, etc. Et ensuite, il s'est cassé la gueule à cause du Covid et là, un effet de consommation qui a été très, 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 très bas. Ensuite, c'est remonté à cause de la crise ukrainienne parce que le pétrole de schiste américain était hégémonique et Biden a pu en exporter et donc le pétrole est devenu très bas. Et là, ensuite, maintenant que cette déstabilisation des flux Covid plus crise ukrainienne s'est stabilisée, le pétrole ne fait que descendre depuis 2022 et Trump essaye de le remonter progressivement, sauf que là, il n'a pas de choc mondial de demande, il n'y a plus de guerre, on va dire, extrêmement importante. La crise larvée de l'Ukraine est finie. Il n'y a pas d'épidémie mondiale qui permettrait de faire le choc qu'on a vu précédemment. Donc là, il galère. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur un an, ce petit saut est très important pour qu'il tente de survivre et que le dollar survive. Mais ce que tu vois, à l'échelle générale, en fait, le baril est en train de sombrer. L'économie américaine perd ce levier-là. Le dollar américain perd ce levier-là. Les gens sont en train de se réorienter sur la consommation produite en Chine. Les Chinois sont en train de créer des marchés, comme on l'a dit, en Afrique, dans ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, qui sont aujourd'hui leur premier pays consommateur dans leur économie. Donc vraiment, la Chine est en train de se débarrasser de la consommation américaine. Trump accélère la chute de cette consommation avec son protectionnisme débile, complètement anachronique par rapport à la situation. Maintenant, la vraie question, c'est que vont faire les pays européens? Est-ce qu'ils vont aller vers une économie beaucoup plus socialisée, planifiée, comme le montre la performance chinoise, ou est-ce qu'ils vont aller vers du néolibéralisme à la Miel ou un Trump qui va finir de terminer définitivement des économies occidentales, un centre à qui, malheureusement, il ne restera plus que la bombe nucléaire, quoi. C'est ça qui est le reste, on va finir là-dessus sur un truc pas très rigolo, c'est qu'à la fin, il ne peut rester que d'appuyer sur le bouton rouge pour détruire son ennemi et refaire partir l'économie. Et ça, c'est très inquiétant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait, on va dire, des communistes ou des sociodémocrates, mais au sens où on appelait les sociodémocrates au temps de Lénine, quoi, conséquents, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment sortir du capitalisme à partir des forces productives telles qu'elles sont aujourd'hui, vraiment de empêcher de continuer de vouloir exploiter la périphérie comme tente de le faire Trump ou Rubio aujourd'hui, de faire en sorte de redévelopper les forces productives par la planification, par la socialisation, et de faire ça de manière coordonnée avec des États qui sont déjà dans une forme d'économie qui sort du capitalisme, comme la Chine, et non plus par la guerre, la violence, l'exploitation à l'intérieur et à l'extérieur de la périphérie. Donc ce communisme-là du 21e siècle, il est conséquent. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre les formes, on va dire... Même s'il n'est pas communiste d'ailleurs, même quelqu'un Ouais, voilà. qui est... Je veux dire, entre quelqu'un qui va tenter de faire soit du néolibéralisme, soit du trumpiste, et qui va finir par nous envoyer à la guerre, ou quelqu'un comme Mélenchon, qui peut choisir une voie socialiste, mais qui pourrait aussi choisir une voie non socialiste, mais qui va pas nous envoyer à la guerre, et qui va tenter de planifier, ce sera déjà un plus, tu vois. C'est ça, ouais. Une bifurcation vers une économie, je te dis, beaucoup plus planifiée. Sinon, on fera tout pour que ce soit le plus socialiste possible, tu vois, mais... Et puis en plus, j'ai envie de dire, l'économie planifiée, on va dire, vers un retour du plein emploi avec de l'investissement public, c'est le meilleur moyen pour le prolétariat de peser sur l'économie, d'être intégré et de ne pas être éparpillé dans la concurrence, dans la violence, d'avoir une solution fasciste en face de lui. Donc, à la rigueur, c'est une voie qui déjà nous donnera beaucoup plus d'oxygène en tant que mouvement révolutionnaire pour définitivement en finir avec le marché, quoi. Mais là, aujourd'hui, on arrive à l'alternative socialisme ou barbarie. Si on ne va pas vers beaucoup plus de socialisation, on ira vers de la barbarie, quoi. Et donc, cette alternative-là, on voit très bien aujourd'hui la barbarie, je pense, dans le centre occidental. On a du mal à bien cerner ce qu'on appelle le socialisme. Et ce socialisme-là, c'est un socialisme, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui remet le démarchandisé, remet le commun, remet l'économie sociale et nationale au centre, sort de l'exploitation de la périphérie, essaye de reproduire beaucoup plus localement, mais à des conditions supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, et surtout va vers une économie non plus de concurrentielle néolibérale comme elle l'est aujourd'hui, mais une économie beaucoup plus coopérative entre le nord et le sud, voilà, et ce qu'est exactement en train de faire la Chine avec l'Afrique aujourd'hui, voilà.
Yes. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre cette chaîne, à donner sur le Tipeee, c'est ce qui nous aide le plus. On remercie tous ceux, encore une fois, qui sont venus à notre événement Plus Jamais PS. Et on vous invite à aller voir sur la chaîne On ne veut plus la rediffusion, si vous ne l'avez pas vu, ou même si vous y étiez et que vous voulez revoir l'événement Plus Jamais PS avec Saïd Bouamama, Nicolas Da Silva, Stefano Palombarini, qui font le bilan du Parti Socialiste, accompagné par Dr Zoé, notre chef suprême. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.